On l'a dit, il y a ce métier de gérant allocataire. Expliquez-nous votre recette, Olivier, pour construire les portefeuilles des différents mandats. Quel est votre processus d'investissement chez Edmond Rothschild Asset Management? En fait, c'est un processus qui est assez passionnant. Il y a 4 étages à la fusée. La première partie, je dirais, c'est assez classique. On va essayer de définir de grandes orientations. Ça nous permet déjà, à cette étape-là, de commencer aussi à définir quelle sorte de thématique on va privilégier. On n'est plus vraiment sur uniquement des grandes zones géographiques. On va vraiment aller chercher des thématiques qui ont pris d'ailleurs, on en reparlera, mais un poids très important aujourd'hui dans nos poches actions. La deuxième partie, qui d'ailleurs se fait un peu en même temps, de façon concomitante, on utilise une partie de l'écosystème de notre société qui est située à Genève. On a plus de 20 personnes qui vont nous aider à sélectionner un certain nombre d'expertises externes pour lesquelles on doit s'assurer de la qualité de la gestion, de la qualité des gérants, de la liquidité, puisque c'est très important pour nous, compte tenu des capitaux et de vos clients, d'assurer la liquidité quotidienne de ces investissements. Donc ça aussi, c'est un vrai travail. Et donc, on va définir une liste qui va on va terminer avec une liste assez globale de l'ordre de 200 fonds. On peut peut-être voir si on peut nous montrer la slide effectivement de ces processus d'investissement, de ce processus d'investissement. Donc, c'est 200 fonds qui vont couvrir voilà, merci. À peu près toutes les classes d'actifs. Et ensuite, grâce à cette sélection, on va pouvoir peupler nos choix d'investissement, nos thématiques, que ce soit dans la poche obligataire ou dans la poche action ou dans des poches de stratégie un peu diversifiées ou éventuellement quantitatives. La partie suivante, qui est la plus passionnante, il faut bien le dire, depuis toutes ces années, ça va être l'assemblage de toutes ces expertises, parce qu'à la fin, il faut qu'on se retrouve certes en phase avec nos grilles d'investissement qui gardent encore des vues sur les zones, mais aussi les thématiques et également les facteurs qui peuvent influencer les gestions, à savoir que, par exemple, de façon très concrète, l'an dernier, on était très orienté sur la croissance, les valeurs de qualité, parce qu'on avait besoin de visibilité après la crise. En revanche, à partir de septembre-octobre, on a commencé à réintroduire des valeurs décotées, qu'on appelle value, parce qu'on avait cette vue de remonter les taux, remonter de l'inflation pour l'année prochaine, donc pour 2021, avec ces valeurs-là qui allaient être favorisées. Et on a donc basculé progressivement le style de nos poches actions vers des investissements beaucoup plus équilibrés en termes de style d'investissement entre les petites moyennes valeurs, les valeurs décotées et les valeurs de croissance et de qualité. Donc vous voyez, ça c'est tout un travail qui ne peut être fait qu'à partir du moment où on a un univers d'investissement qui est assez large et pour lequel on s'assure effectivement d'avoir, je le disais, la liquidité, mais la qualité qui convient pour les clients de l'offre. Bon, en tout donc cas, ça c'est la dernière partie évidemment, donc l'assemblage, effectivement, où on en arrive aux recommandations d'allocation qu'on peut vous faire régulièrement pour modifier l'allocation d'actifs de chaque mandat. Bon, moi j'ai bien retenu en tout cas la performance du mandat équilibre Edmond Rothschild en 2020, c'était plus 5,14%, c'était la première réponse à notre quiz. Du coup, je vais vous lancer une autre question et je pense que Caroline y a répondu lors de sa présentation. Mon investissement sur mon contrat d'assurance vie, est-ce qu'il est bloqué 8 ans ou disponible à tout moment? Si vous avez bien suivi, aucun problème pour répondre à cette question. Des questions, Olivier, on en a eu, puisque dans cette slide qu'on vient de voir, il y a un moment le fait que vous prenez en compte des critères ESG, ISR, il va falloir revenir dessus. On a plusieurs questions. Une question de Claire-Line. Investissement ISR, quels sont les critères pour être qualifié d'ISR? Comment peut-on avoir confiance? Comment conjuguer investissement et éthique et écologie? Et oui, ça c'est une question qu'on a de plus en plus de la part de nos clients. Je vous en livre une autre de Robin. Bonjour, utilisez-vous des filtres ESG ISR pour les gestions pilotées des fonds? Il devient incontournable, Olivier, ce sujet ESG ISR. Comment on le traite chez Edmond Rothschild Asset Management? Alors, il faut savoir que déjà, notre société, on a signé en 2010 ce qu'on appelle les PRI, donc les principes d'investissement responsable des Nations Unies, et que depuis quelques années, évidemment, on voyait la tendance et de toute façon, on avait également essayé d'intégrer ces critères ESG par société pour favoriser justement la prise en compte de tous ces critères de durabilité. Alors ESG et ISR, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces termes, ISR, c'est l'investissement socialement responsable. Pour avoir ce label, qui est un label français, il y a essentiellement des critères d'exclusion. Donc on va enlever les armes, on va enlever les controverses. Et donc ça va permettre d'avoir des investissements responsables. Et c'est
comment dire, c'est félicité. Enfin, on a un label, on a des fonds qui ont un label. Ensuite, les critères ESG sont des critères d'environnement, sociaux et de gouvernance. Et là, à travers cette analyse-là, on va s'assurer que la politique de rémunération des dirigeants, par exemple, d'une société n'est pas complètement en désaccord avec son objet social, par exemple. Ça, c'est pour la gouvernance. L'objet social, on va voir comment les employés, par exemple, sont traités dans la société. Et évidemment, l'aspect environnemental qui est totalement central aujourd'hui. Et effectivement, pour répondre à la question de votre client tout à l'heure, ce sont des stratégies qu'on prend en compte maintenant depuis quelques années. C'est pas nouveau, hein. Depuis 2018, on a fait des grands mouvements, notamment vers tout ce qui est énergie renouvelable et énergie nouvelle. Il faut retenir que concrètement aujourd'hui, on a à peu près 90% des sociétés avec lesquelles on travaille qui sont signataires de ces PRI de l'ONU. Ensuite, sur concrètement la gestion pilotée et les recommandations que l'on peut faire, quand on regarde en pourcentage des encours, en pourcentage des encours Restez avec nous, Olivier. Que l'on gère, on a à peu près entre 19 et 20% qui ont le label ISR. Oui. Et ensuite, on a 65% des sociétés, des fonds que l'on recommande, qui ont des critères ESG qu'on appelle intégrés. Intégrés, ça veut dire que il y a des équipes qui sont dédiées à l'analyse ESG, des sociétés qui vont être dans lesquelles ils vont investir. Il y a des équipes dédiées, des méthodes de scoring, et que ces critères-là deviennent contraignants pour les gérants, parce qu'on a aussi d'autres fonds qui sont ESG, mais pour lesquels c'est pas contraignant, si vous voulez. Donc c'est consultatif. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit contraignant. Donc on arrive aujourd'hui entre les fonds ISR et les fonds ESG intégrés, donc contraignants pour les gérants sous-jacents, à 84% aujourd'hui des encours qui sont sur ces stratégies-là. C'est une tendance qu'on a insufflée depuis très longtemps et qui n'est pas près de s'arrêter. Donc, bien évidemment, c'est un chiffre qui aura vocation encore à grandir. Et là, encore une dernière petite chose très concrète. On a aujourd'hui, je parlais des thématiques, on a aujourd'hui les 2/3 de la poche des fonds thématiques qui est investi sur 3 grandes stratégies liées au climat, liées à la gestion de l'eau, aux énergies renouvelables, à toutes les technologies d'amélioration d'énergie renouvelable. Donc, en clair, 2/3 de cette poche thématique, ça veut dire que 15% des poches actions aujourd'hui est uniquement sur ces thématiques-là. Donc, c'est très important, évidemment, c'est central pour nos investissements. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et c'est quelque chose qui n'est pas prêt de s'arrêter, effectivement. Bon, voilà, le point est clair et il est fait. Une question de Paul qui va me faire une parfaite transition pour la dernière partie de votre présentation. Olivier, comment sont choisis les différents fonds qui sont présents au sein de mon portefeuille ? Alors comment ça marche le processus de sélection de fonds chez Edram ? Je ferai référence à la deuxième slide que vous aviez tout à l'heure. Je ne sais pas si vous l'avez à l'écran. On peut la remettre, tout à fait, on peut l'afficher. Voilà, juste après le process. C'est la suivante. Donc, ce process de sélection, effectivement, il est effectué par notre équipe de Genève, à laquelle on participe à des comités pour le groupe. Mais c'est important, c'est qu'ils font ça en toute indépendance. C'est très important. La première étape, qui est une étape un peu aujourd'hui qu'on appelle un peu propriétaire, puisque on va essayer de filtrer l'univers des fonds quand on va chercher une classe d'actifs. Prenons par exemple les actions sur le climat. On va filtrer tous les fonds qui ont cette thématique d'investissement. Et ensuite, on va regarder ceux qui ont des comportements plus ou moins homogènes. Ensuite, on va évidemment s'assurer, comme je le disais, de la qualité de l'équipe de gestion, de la profondeur et de la liquidité qu'on va avoir à l'intérieur de ces sous-jacents. Et ensuite, on aura évidemment un suivi, bien évidemment, un suivi qualitatif et quantitatif par notre équipe de gestion, par nous-mêmes. On fait par an quasiment 90, en moyenne 90 rendez-vous de gestion avec nos gestions sous-jacents. Donc, c'est vraiment un travail à temps plein. Et ce qui veut dire aussi, je vais répondre à une question qui était posée, je crois, je ne sais pas si vous allez l'évoquer, mais sur le fait qu'on est très diversifié et on arrive à avoir un nombre de fonds qui peut paraître important quand vous recevez vos relevés de Generali. Je le sais, je suis client aussi. Donc je vais en parler des relevés Generali, justement, Olivier. Voilà, je sais que c'est forcément... c'est pas très clair, évidemment, quand on reçoit ce relevé. Bah oui, juste, je vous coupe. Excusez-moi, Olivier, je vous coupe parce que c'est la question de Bruno. Je reçois régulièrement un relevé de la nouvelle allocation de mon mandat dynamique. Oui. Il m'est toutefois très peu utile. Il nous le dit, Bruno, oui. Et en l'état, dès lors qu'il ne fait pas apparaître clairement les évolutions d'allocation par support par rapport à la précédente situation, est-il envisageable d'y remédier ? Et il a raison, Bruno, parce que moi non plus, j'y comprends pas toujours grand-chose.
Je suis d'accord avec lui, moi-même je ne comprends pas très bien. En fait, se relever, retenez-le, se relever n'est qu'un état de situation de la compagnie. En fait, quand vous cherchez, on publie tous les mois un rapport de gestion et à chaque changement d'allocation également. Donc vous avez en moyenne entre 20 et 24 relevés avec des explications, chaque fonds est reclassé dans sa classe d'actifs, chaque thématique également, et vous avez des critères de volatilité, des notions de performance, et ça, et surtout un commentaire de gestion et un commentaire de changement d'allocation d'actifs. Ça, vous l'avez dans votre rubrique « Mes documents ». Et vous l'avez d'ailleurs, quand vous avez envie de changer de profil, moi je l'ai fait récemment pour voir effectivement, vous avez aussi vous avez les commentaires de gestion de tous les autres profils. Donc effectivement, c'est très souple, mais je reconnais que le relevé qui arrive de la compagnie est particulièrement illisible. Bon, on va travailler à s'améliorer. Une question aussi de Nicolas. Bonjour, comment sont calculés les frais de gestion du contrat piloté? Quel pourcentage? Est-ce que là aussi c'est prélevé chaque trimestre? Comment ça se passe? En fait, c'est très simple. Effectivement, c'est prélevé chaque trimestre. À l'année, les frais du contrat sont de 0,75% et c'est tout. Et voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de frais d'arbitrage, il n'y a pas de frais de changement de mode de gestion, il n'y a pas de frais de changement de profil de gestion. Tout ça est d'une souplesse, on ne peut pas faire plus simple. On ne peut pas faire plus simple. Tiens, question Olivier, mon investissement sur mon contrat d'assurance vie, est-ce qu'il est bloqué 8 ans ou est-ce qu'il est disponible à tout moment? Alors 8 ans, c'est l'enveloppe fiscale. En revanche, il est liquide tous les jours. Voilà. Voilà, ça aussi, c'est extrêmement simple.